Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur ESAU TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en partenariat avec le comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national, a donné ce lundi le coup d'envoi d'une tournée nationale d'information, de sensibilisation et de formation des chefs de village et de quartier sur la sécurité de proximité, le point de la rencontre dans cette édition. Les professionnels des médias béninois viennent de se doter d'un nouveau code de déontologie et d'éthique dans les médias. Le nouveau document a été présenté aux professionnels des médias dans la matinée de ce lundi 11 août 2025 à la maison des médias Thomas Meillanson de Cotonou. Le point dans cette édition. Dans un autre registre, l'honneur authentique et universel Ordre de la Reine Mère a tenu sa première convention mondiale ce week-end à Cotonou. Le point de la rencontre dans ce 19h. Merci de nous préférer, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur ESAU TV. Conformément aux dispositions en vigueur, la Commission électorale nationale autonome Sénat a dévoilé ce lundi 11 août 2025 le calendrier électoral, soit 90 jours avant la date du scrutin, daté du 8 août et signé par le rapporteur Laurentine Adossou-Davo. Ce calendrier officiel détaille les différentes activités de la Sénat entrant dans le cadre de ce scrutin, dont les deux tours sont respectivement prévus les 12 avril et 10 mai 2026. Les états-majors politiques et les candidats sont donc fixés sur les activités qui se profilent à l'horizon. Selon ce calendrier, les deux premières activités ont déjà été faites. Il s'agit de la remise des statistiques de la liste électorale informatisée et la publication, autant pour moi, des pièces à fournir par les candidats. Le mardi 12 août, la Sénat procédera à la présentation des conditions et de l'opéralisation du parrainage aux députés et aux maires. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en partenariat avec le comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national, a lancé officiellement la tournée nationale d'information, de sensibilisation et formation des chefs de village et quartiers de ville sur la sécurité de proximité ce lundi 11 août 2025. C'était au siège de la mairie d'Abomey-Calavi, Anaïs Dohou, pour le reportage. Lancement officiel de la tournée nationale d'information, de sensibilisation et de formation des chefs de village et de quartiers de ville sur la sécurité de proximité. Initiative de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, en partenariat avec le comité chargé du contrôle des missions de sécurisation du territoire national. Cette tournée va accompagner et vulgariser les efforts du gouvernement pour la sécurisation des biens et des personnes. L'ANCB a fait confectionner des registres de base d'identification qui seront distribués à tous les chefs de village et de quartiers de ville par chacune des 3 équipes déployées sur toute l'étendue du territoire national. L'objectif de ces outils qui vous seront présentés dans un instant est de vous permettre de jouer pleinement votre rôle de premier garant de la sécurité dans nos villages et quartiers. Je saisis cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, le président Patrice Talon, et à son gouvernement pour les nombreux efforts déployés sans relâche afin d'assurer la sécurité dans l'ensemble des 77 communes de notre pays. Cette tournée est la dernière phase du projet démarré depuis quelques années. Elle va permettre aux élus locaux d'exposer leurs réussites et les insuffisances des premières actions. Coproduction de la sécurité. Donc, minima di khesio nous emagnon mi kekle minado nous eminablo bo ena leyon
minona le do donc mine mi de le fona do mi de na yin hodo to egbe. Cette cérémonie de lancement a également permis à l'ANCB et à son partenaire de répondre aux demandes antérieures des élus, celles d'un registre local d'enregistrement des résidents et d'un badge d'identification des élus sur le terrain. Une satisfaction pour ces derniers. On avait émis des doléances par rapport au badge de distinction pour qu'on puisse nous distinguer des autres et au registre d'enregistrement des locataires, quand je dis locataires, des migrants, ceux qui rentrent dans le quartier, ceux qui sortent des quartiers. Et ils nous l'ont promis. Et voilà, chose faite aujourd'hui. Ils nous ont donné le registre et le badge. Vraiment, d'abord, la première satisfaction, c'est que ça prouve qu'ils nous ont écoutés. Il y a 2 ans, ils nous ont écoutés. Et quand on l'a reçu maintenant, la balle est dans notre camp. On a l'outil. Ils nous avaient envoyé en mission sans moyens. Maintenant, nous avons les moyens. La mission sera accomplie. La tournée démarre ainsi et va s'étendre dans toutes les communes du Bénin. Dans un autre registre à présent, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin a présenté aux professionnels des médias le nouveau code de déontologie et d'éthique au Bénin. C'était dans la matinée de ce lundi 11 août à la Maison des médias Thomas Meillansan à Cotonou. Les principales innovations vous sont présentées par Ulrich Vital Arantondi, président de l'ODEM. Il est au micro de Francis Fahami. Vous vous rappelez, nous sommes 13 conseillers à l'Observatoire. Nous sommes des bénévoles qui travaillons au service de la communauté et de la corporation. Et donc, il est important que les organes puissent nous aider à assumer ce métier-là et également à s'éviter même des procès. Donc, nous avons exhorté chaque média à mettre en place un comité éthique et déontologie à l'intérieur de sa rédaction. Ce qui veut dire que déjà, au sein des rédactions, il y a un filtre, un premier filtre vraiment sur les règles. Dès que vous avez des difficultés sur des sujets à aborder, ce comité peut déjà opiner pour vous dire, pour vous orienter. Est-ce que ce que nous voulons faire est conforme à la déontologie? Est-ce que ce que nous voulons faire est effectivement important pour notre communauté? Et ça, c'est très important de pouvoir mettre en place. C'est une forte exhortation que nous rappelons ici. Les organes doivent mettre en place des comités éthiques et déontologie dans les rédactions. La lutte contre la précarité dans les médias, nous avons insisté sur ce fait en exhortant vraiment les pouvoirs publics à trouver les mécanismes pour que l'accès à la publicité soit une réalité pour que les organes puissent mieux vivre et assurer donc la fonction républicaine d'un service à l'information de qualité. Le respect de l'éthique du journaliste, la délicatesse du journalisme en ligne. Nous avons rappelé dans cette directive que, de façon générale, le journalisme en ligne doit respecter toutes les normes éthiques professionnelles et les valeurs fondamentales du journalisme, quelle que soit la plateforme ou le format utilisé. En particulier, les informations publiées par les médias en ligne doivent être précises et basées sur des faits, vérifiées et publiées sans sensationnalisme, publiées sans intention de nuire à autrui. Vous allez vous rappeler que dans le glossaire, nous avons montré la mésinformation, la malinformation et la désinformation qui rappellent donc l'intention de faire du mal avec des publications de façon volontaire et mensongère. Et donc, il est important que les informations soient inclusives et pertinentes et de tout point de vue impartiaux. Nous avons insisté également dans les directives sur la question de la santé et de la sécurité du journaliste. Aujourd'hui, nous n'avons pas de mécanisme de protection et d'assurance sociale, d'assurance maladie. Et il est important qu'ensemble, nous puissions trouver dans les tribus de nos rédactions les capacités de retrouver un mécanisme qui nous permette d'assurer la santé des professionnels des médias fondamentaux qui travaillent jour et nuit au service de l'information. Et ici, nous avons, je ne sais pas si mes amis des forces de défense et de sécurité sont là, nous avons porté le large plaidoyer avec l'état-major général des armées pour que les journalistes soient protégés dans l'exercice de leur métier, et notamment dans la couverture des grands événements, et que cette collaboration puisse être une collaboration fructueuse et non des opposants au service d'un même État. Nous sommes tous donc dans ce service républicain. Il est important que le journaliste qui n'a pas d'arme et qui a que des micros et des caméras soit protégé suffisamment
Et ça, nous l'avons suffisamment dit aux forces de défense et sécurité. Et nous espérons que ce code viendra préciser et donc renchérir cette volonté commune d'aller de l'avant. Et enfin, la protection des enfants, nous l'avons déjà rappelé, dans la protection des mineurs, il est important que les images que nous diffusons sur nos enfants, qui sont l'avenir, qui sont donc notre nation de demain, ces images soient valorisantes. Et ces images permettent donc à l'enfant de se retrouver et de se projeter également, et à notre société de penser que nous pouvons espérer un meilleur. Nous avons dit que la manipulation du contenu numérique est complètement proscrite par le Code. Il est hors de question que l'intelligence artificielle devienne pour nous un outil de manipulation de l'information. Et donc, nous devons savoir raison garder sur l'usage du numérique. Et enfin, je pense la protection de la vie privée et l'utilisation des sites de fact-checking. Nous avons encouragé les journalistes à vraiment continuer à vérifier les informations pour laisser moins d'espace aux fausses informations. L'avènement des réseaux sociaux et du numérique, si c'est un challenge pour nous en autorégulation, c'est également une opportunité pour les médias parce que nous avons la possibilité désormais de faire la différence. Le public doit pouvoir choisir de suivre les médias classiques autorisés que de suivre les réseaux sociaux parce que nous aurons compris que nous n'avons pas à répliquer les réseaux sociaux dans nos médias parce que nous aurons compris que le travail d'investigation nous démarque de ce que nous pouvons évidemment espérer du journaliste social, du citoyen lambda qui peut prendre son téléphone et poster une information sans vérifier. Et donc c'est une opportunité pour les médias classiques de mieux se repositionner et de pouvoir faire le travail en grande qualité. Restons toujours à la Maison des médias. Lors de cette cérémonie, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a donné une déclaration concernant le traitement de l'information par le média Le Béninois Libéré. Plus de détails avec Sylvanus Aïmavor, membre de la 9e mandature de l'ODEM. Il est toujours au micro de Francis Olafahame. Reçu par l'ODEM, les responsables du journal Le Béninois Libéré, après les séances de travail approfondies sur les règles éthiques et déontologiques du métier de journalisme, ont reconnu les imperfections et les dérives de leurs publications et pris des engagements fermes pour améliorer leur contenu. 3. En dépit des engagements pris, le Béninois Libéré et ses responsables continuent de mépriser les principes fondamentaux du journalisme et surtout du code de déontologie et d'éthique des médias. Appréciation. Au regard de tout ce qui précède, l'ODEM condamne le journal Le Béninois Libéré, les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou pour violation répétée des dispositions du code de déontologie et d'éthique des médias, notamment en ses articles 2, 4, 6, 10, 19 et 20. Ces articles rappellent la responsabilité sociale du journaliste, le respect de la vie privée et de la dignité des citoyens, le devoir de compétence, le refus de l'incitation à la haine raciale et ethnique, l'attachement à l'honneur professionnel. L'ODEM rappelle à tous les professionnels des médias que le journaliste publie uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Le traitement des informations susceptibles de mettre en péril la société requiert du journaliste une grande rigueur professionnelle et au besoin de la circonspection. L'ODEM invite les journalistes Aboubakar Takou et Akilou Yakoubou du quotidien Le Béninois Libéré à respecter les règles éditées dans le Code d'éthique et de déontologie de la presse béninoise. Saisi il y a quelques jours par la journaliste Angela Kpedja dans le traitement des informations par les médias béninois dans l'affaire Psychopathe Gate, l'ODEM a rendu sa décision en présence des professionnels des médias ce lundi matin. Francis Fahami a recueilli pour vous les propos de Pulchérik Bemeno, trésorier général de la 9e mandature de l'ODEM. On la suit. Par courrier en date du 4 juillet 2025, Angela Kpedja, journaliste à la SRTB, a saisi l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM d'une plainte contre certains médias et journalistes dans le cadre du procès qu'il oppose à M. Stevie Wallace devant la Criette.
les faits. Dans une série de publications, plusieurs journaux ont titré, entre autres, Bénin, Psychopathe Gate, 6 mois de prison requis contre Angela Kpeja. Fausse publication contre Stevie Wallace, 6 mois de prison avec sursis requis contre la Psychopathe Gate. La journaliste Angela Kpeja risque 6 mois de prison avec sursis. Bénin, la journaliste Angela Kpeja accusée de cyberharcèlement. Les avocats de l'Est chargés de la communication digitale de la présidence réclament 80 millions de francs CFA à Kpeja pour préjudice subi. Appréciation. De l'analyse de la plainte et des titres affichés dans les journaux, les observations ci-après s'imposent. 1. L'ODEM constate que certains écrits diffusés ont seulement rendu compte du réquisitoire du ministère public sans chercher à équilibrer l'information servie au public. 2. L'ODEM note une bonne dizaine de publications sur la personne de Angela Kpeja dans ce dossier sans qu'aucune ne prenne le soin d'interroger l'accusé ou son avocat. 3. L'ODEM constate que certaines publications ont tenté de faire passer le réquisitoire du ministère public comme un verdict définitif. Par ces motifs, l'ODEM dénonce et condamne un acharnement évident sur une consoeur dans une affaire dont le verdict n'est pas encore prononcé. En agissant tel qu'ils l'ont fait, les journalistes auteurs des publications parcellaires ont violé les articles 1, 2, 4, 6, 17, 19 et 20 du Code de déontologie et d'éthique des médias au Bénin. L'ODEM rappelle à tous les professionnels des médias que l'article 17 du Code de déontologie intitulé « Le devoir de confraternité » s'impose à tous les journalistes. Il stipule que le journaliste doit rechercher la confraternité. Il s'interdit d'utiliser les médias à des fins de règlement de comptes avec ses confrères. Il s'abstient de calomnier un confrère. Les associations fêtières se réservent le droit de décourager toute violation de cette clause. Il importe de noter avec grande attention que la responsabilité sociale du journaliste l'oblige à publier uniquement les informations dont l'origine, la véracité et les attitudes sont établies. Encore plus lorsqu'il s'agit d'un confrère ou d'une consoeur qui partage les joies et peines du même métier. L'ODEM saisit cette opportunité pour inviter tous les professionnels des médias à respecter les règles éditées dans le Code de déontologie et de l'éthique des médias au Bénin. La journée du vendredi 15 août 2025 est déclarée férié, chômé et payé en raison de la célébration de la fête religieuse de l'Assomption. La ministre du Travail et de la Fonction publique l'a fait savoir dans un communiqué daté de ce lundi 11 août 2025 chez les chrétiens catholiques. Cette fête rappelle la montée de la Vierge Marie au ciel. Dans son communiqué, la ministre Adidiatou Matisse rappelle que la décision de chômer la journée du 15 août 2025 a été prise conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990, fixant les fêtes légales au Bénin. La ministre Adidiatou Matisse a, au nom du gouvernement béninois, souhaité à toute la communauté catholique chrétienne une bonne fête de l'Assomption. Le 1er août dernier, le Bénin a célébré son 65e anniversaire d'accession à l'indépendance. À la question de savoir si le Bénin a retrouvé son modèle de gouvernance après 65 ans d'indépendance, Janvier Yawedéou, le coordonnateur du Collège des ministres conseillers du président Patrice Talon sur l'émission Info Hebdo de ESAE TV ce week-end, a répondu par l'affirmative. Suivons-le au micro de Abdelkader Achiro. Le Bénin a grandi. Le Bénin a grandi. Est-ce qu'on peut parler d'aujourd'hui sans parler un tout petit peu du passé? Je pense que
nous avons traversé le temps. Le Bénin a traversé le temps. Au lendemain des indépendances, et en 1960, nous avons commis des maladresses. Un exemple de la révolution de 1972, où nous avons chassé les Blancs, nous avons chassé les étrangers, en estimant qu'on avait besoin de souveraineté. C'était pas une bonne action? Ce n'était pas une bonne action. Ah bon? La preuve, c'est que après 17 ans de marxisme-léninisme, notre pays s'est retrouvé avec 9 mois, 12 mois de salaire impayé. C'était si dur que parfois, on avait connu des situations amères. Le peuple a même été amené à lapider le président de la République, Mathieu Kérékou. On avait atteint. Et lorsque aujourd'hui, nous observons des... Là, vous comptez l'évolution du pays vers l'indépendance. Oui, oui, on est encore, jusque-là, on est encore dans 1900, les années Kérékou. Donc, figurez-vous, certains pays africains sont en train de commettre en 2023, 24, 25 les mêmes erreurs que le Bénin a eu à commettre en 1972. Des erreurs que nous ne referons plus. Ça veut dire que le Bénin a grandi. Lorsque, au nom de la souveraineté, vous renvoyez les étrangers, c'est une erreur grave. Vous rompez des contrats avec des pays frères, c'est une erreur grave. Et ça vous rattrape. Et le peuple, au moment où vous venez, vous savez, lorsque nous, j'étais bébé, hein, en 1972, on faisait la révolution, mais on applaudissait. Exactement comme on est en train de les applaudir. On applaudissait, mais lorsque la réalité des faits et les conséquences se présentent à vous, le peuple ne vous suit plus. Mais pourquoi vous n'y croyez pas aujourd'hui? Les temps ont changé, c'est une autre époque, les circonstances sont diverses. Écoutez, je vous dis, je vais me concentrer en vous répondant sur le cas du Bénin. Notre pays ne commettra plus des erreurs parce que nous avons déjà vaincu la fatalité. Nous avons commis nos erreurs, nous avons corrigé. Aujourd'hui, le Bénin, à mon avis, ne peut que briller. Suivant à nouveau au micro de Abdelkader Achirou, le coordonnateur du Collège des ministres conseiller Janvier Yawédéou, qui s'exprime sur la gestion du pays par le président Patrice Talon de 2016 à ce jour. Il met également un accent sur les dossiers indexés par l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, je peux affirmer que c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile pour l'entourage du président Patrice Talon. Il y a 4 milliards au niveau de l'OPSU. De pouvoir voler. C'est pas possible. C'est difficile. L'affaire Carlos Adouano au niveau de la direction générale des impôts. Non, mais ça, c'est des épiphénomènes. C'est-à-dire que à l'avènement du président Talon, je n'ai pas trop suivi. Il y a eu certainement des gens qui ont continué. Vous savez, le président Talon a beau mettre les garde-fous qu'il faut. L'être humain peut quand même chercher à tricher. Mais qu'est-ce qu'on reprochait à Yaya Boni? Aujourd'hui, lorsque tu as le culot de voler, tu peux être même parent au président Talon. Tu vas en prison et tu rembourses. C'est ce qui manquait à Yaya Boni. Et c'est ce qui nous amenait, nous autres, et citoyens, à trouver que donc c'est parce qu'il a un intérêt dedans. Et gens pillés, ils ne vont pas en prison. Ils pillent, ils ne vont pas en prison. Parfois, ils pillent. Donc, on ne peut pas jurer que bon, il n'y aura pas des brebis galeuses dans le rang du président Talon. Le comité d'organisation du concours 10 mois 10 mots a remis les prix aux 20 lauréats de l'édition 2025 à la salle du fleuve jaune du ministère des Affaires étrangères. C'était le samedi 9 août 2025. Le récit avec Alex Kitome.
Des lots sont remis à ces jeunes élèves pour avoir excellé dans l'intégration des 10 mots de l'année dans leur nouvelle édition. Le livret 10 mots que j'ai entre les mains, que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants, est la preuve concrète de l'impact des actions menées au quotidien auprès et avec les jeunes dans les écoles. Il met en valeur leur talent, leur motivation, leur engagement et leur implication. Merci à Constantin Adadja, à Bénin Bédé pour cette réalisation, qui va permettre de faire vivre vos textes et vos dessins pour la postérité. Je félicite enfin les jeunes lauréats. Merci d'être ici, merci d'être nombreux, merci d'être présents, de vous être saisis de la sélection exigeante des 10 mots de cette année. J'étais impressionnée par votre inventivité. Des jeunes sont engagés qui veulent impacter leur époque. À partir de ces mots et au travers des dessins et nouvelles proposées, nous avons d'une part souligné l'importance de l'environnement et d'autre part, nous avons relevé les dommages que l'homme cause à son environnement. Mesdames, Messieurs, les 20 lauréats que nous sommes, espérons que vous prendrez du plaisir à nous lire et à apprécier nos créations. Et nous nous engageons à entretenir la flamme que cette cérémonie de distinction fait naître en nous en contribuant à la promotion de la langue française et des valeurs de la francophonie autour de nous. Toutes choses qui ont été possibles grâce à l'implication des professeurs de français. Vous, professeurs de français, vous insufflez aux jeunes le goût des mots, le plaisir de la lecture, l'envie d'écrire et de penser. Vous êtes les bâtisseurs d'une francophonie vivante, incluante, inclusive, résolument tournée vers l'avenir. Des récompenses qui viennent entretenir cette flamme pour la postérité. L'honneur authentique et universel ordre de la Reine Mère, qui est un mouvement philosophique, initiatique et éducatif fondé sur les valeurs morales et soutenu par des réalités matérielles et immatérielles endogènes, a tenu sa première convention mondiale. C'était ce samedi à Cotonou. À cette occasion, le public a été convié à une conférence de presse sur le thème « Rôle et impact des Minonans d'hier à aujourd'hui ». Quentin Amoussou pour le compte rendu. Je pense que dès cet instant, pour ceux qui ne le savent pas, cela ne devrait pas poser une peur. Parce que généralement, quand on parle de Minonans, à cette année, non, toute femme est Minonans. Rôle et impact des Minonans d'hier à aujourd'hui. C'est autour de ce thème que l'honneur authentique et universel ordre de la Reine-Mère a célébré ses 15 années de résurgence ce samedi 9 août 2025. Cette rencontre a pour objectif de mettre à la lumière les connaissances des Minonans, mais en réalité nous sommes en train de célébrer les 15 années de résurgence de l'authentique universel ordre de la Reine-Mère. L'ordre a 15 ans aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer les 15 ans de résurgence et nous sommes en convention mondiale et c'est la toute première convention mondiale qui réunit les délégations des membres de l'ordre de par le monde, des pays européens et les pays d'Amérique également et les pays d'Afrique de l'Ouest aussi. À travers une conférence publique, les différents orateurs ont révélé l'importance des Minonans à l'Assemblée. Littéralement, l'expression Minonan peut se traduire par notre mère. En Minon, on parle de Mianon. Sous d'autres cieux, il y a d'autres appellations. Par exemple, c'est les Yoruba, on parle de Ya. Mais ce concept Minonan regroupe deux grandes entités ou deux grandes familles. Nous avons les Minonans en tant que personnes physiques et également les Minonans en tant qu'entité à polarité féminine. Au moment où on avait les royaumes, les Minonans, comme mon prédécesseur l'a signalé, étaient au service du roi. Et dans ce cadre, elles étaient d'excellents agents de renseignement qui permettaient au roi d'avoir toutes les informations au sujet des royaumes, environnements ou ennemis. Elles se sont révélées être de véritables combattantes sur les champs de bataille et ont permis à beaucoup de royaumes de remporter des guerres. Cette rencontre s'est achevée par la première convention mondiale de honneur et quelques prestations artistiques. Le dignitaire de la divinité Tronkpeto Deka Lafia Papa Drado Mentontier a célébré une messe d'action de grâce aux ancêtres et particulièrement à sa divinité. C'était ce samedi dans la capitale du Bénin au quartier Malik Bodje. Quentin Amoussou pour le reportage.
Remercier la divinité Tronkpetorika Alafia pour ses bienfaits dans la vie du dignitaire Papa Djerado Mintoche et celle de ses adeptes. C'est l'objectif de ce culte d'action de grâce qui s'est déroulé à son domicile à Porto-Novo. C'est un événement qui a commencé depuis 3 jours, depuis le 8, d'accord, le 8, 9, 10. Et c'est en résumé une cérémonie de reconnaissance. Donc, après cette cérémonie, je pense bien, je suis convaincu, comme d'habitude, j'ai l'habitude de le faire, que la divinité fera encore plus de grâce. Une cérémonie saluée par les participants. C'est également une occasion pour ces adeptes venus de toutes les régions de remercier leurs dignitaires. La joie est immense. Si nous prenons Papa Djerado Mintoche, il a encore vu que ce que son papa lui a laissé comme héritage, qui est Vaudou-Tron, il a pris ça avec les 2 mains. Et puis, vous-même, vous avez vu, il n'a pas négligé cet héritage. Papa Djerado, tonton, et on est Vaudou, on est bonne fille, on est Vaudou, on est une fille. Et puis, on m'a dit, tonton, on est fille, et quand on est Vaudou, c'est ouais. Bon, à ce moment-là, on est Vaudou, on est, nous sommes Vaudou, on est, et vivini. Bon, nous quand il est de Vaudou, mais et vivini, avec Bédignon, et le coup donne Vaudou, ouais. On coup donne Vaudou, ouais. Petit double Vaudou, ouais. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis adepte et c'est pour moi un, comment dirais-je, un grand remerciement déjà. Merci Oluga Djerado Mintoche, mon frère, de m'avoir fait l'invitation, d'avoir participé à cet événement car c'est un grand honneur pour moi de voir qu'on est tous ensemble réunis et de voir que la communauté Vaudou-Tron s'agrandit de jour en jour et j'apprécie tout ce qu'il fait pour nous aussi. Cette messe de reconnaissance a été ponctuée par des louanges à l'endroit de la divinité Tronkpetorika Alafia. Cette édition se poursuit hors de nos frontières au Mali. Les arrestations se sont poursuivies dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 août 2025. Dans les rangs de l'armée, au moins une 50aine de militaires, dont de hauts gradés, ont été arrêtés en 4 jours pour tentative de déstabilisation de la transition. D'après les informations, une 50aine de militaires sont aujourd'hui aux arrêts. Parmi eux, un nombre important de la garde nationale qui est le corps d'origine du ministre de la Défense, le général Sadio Camara, poids lourd de la junte. Au moins 2 généraux sont sur la liste des désormais détenus. Il y a d'abord le général Abbas Dambélé, très populaire au sein des troupes. Il était dans le commandement dans le nord du Mali avant d'être nommé gouverneur de la région de Mopti dans le centre. Il a été récemment limogé de ce poste par la junte sans explications officielles. Il y a ensuite Nema Sagara, général de brigade à l'état-major de l'armée de l'Est. C'est l'une des rafales militaires les plus haut placées dans la hiérarchie de l'armée malienne. Du Mali, direction les États-Unis, le président américain Donald Trump a annoncé ce lundi placer le maintien de l'ordre de la capitale Washington sous le contrôle des autorités fédérales ainsi que le déploiement de militaires officiels de la garde nationale. Alors que les statistiques officielles montrent une baisse de la criminalité violente à Washington, le président américain Donald Trump a déclaré invoquer une mesure qui l'autorise à prendre le contrôle de la police de cette ville au statut particulier aux États-Unis. Le président républicain a aussi promis que son initiative ne s'arrêtera pas à Washington où il a décrété un état d'urgence. Ça va aller plus loin. Nous commençons de manière très forte à Washington et nous allons nettoyer ça bien rapidement, a-t-il déclaré. À l'inverse des 50 États américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'État fédéral qui limite son autonomie. Sport dans cette édition pour boucler, le rideau est tombé sur l'édition 2025 du championnat national de Maracana disputé le 9 et 10 août dernier dans une atmosphère surchauffée tant par le soleil éclatant que par l'enthousiasme du public. Les meilleures équipes venues des 4 coins du pays se sont affrontées, offrant un spectacle de haut niveau au thème des 2 jours d'émotion et de suspense. Les champions sont connus: Pyramide MC chez les féminines, MCA chez les seniors, 1000 € chez les juniors et ASCAR chez les super seniors. Le rendez-vous est déjà pris pour 2026 avec la promesse d'une compétition encore plus relevée et spectaculaire.
D'une discipline à une autre, la Ligue Atlantique Littoral de Boss a désigné ce week-end ses représentants au championnat national amateur 2025. 8 pugilistes ont validé leur ticket lors de la phase départementale ce dimanche au Carrefour Sainte-Cécile dans le 6e arrondissement de Cotonou. Le reportage avec Seton de la rue Sadiak Benon, Francis Olafami. L'esplanade du Carrefour Sainte-Cécile à Cotonou est devenue une attraction l'instant du championnat départemental Atlantique Littoral de boss amateur. Une vingtaine de bosseurs ont tenu en haleine le public à travers des combats intenses et spectaculaires les 9 et 10 août 2025. Voilà notre militaire. Des directs, des crochets, des uppercuts, victoire au point, arrêt sur décision de l'arbitre, KO. Les bosseurs ont rivalisé d'ardeur pour arracher les billets qualificatifs au championnat national 2025 sous l'œil vigilant du coach national, des arbitres et juges. Dans ce combat était un combat que j'ai préparé parce qu'on avait joué un championnat avant, on a bossé jusqu'à terminer. Bon, les gens ont dit qu'il m'a battu par point. Donc, je n'ai pas découragé. On s'est croisés. Grâce à Dieu, j'ai joué hier KO à la deuxième reprise. Aujourd'hui, je l'ai raconté à celui qu'on s'est cherché. Alors, la victoire est sortie. Un adversaire n'a jamais été faible. Il est venu pour me battre. Je suis venu pour le battre. Au début, j'avais dit que le meilleur gagne. Et via mon espérance, c'est tout. Je l'ai battu. Il n'est pas facile à battre quand même. Peu importe ce qu'il va amener, je vais le démolir. Il bombe le torse et moi je le dégonfle, ce qui fait que je suis un dégonfleur. Donc je n'ai pas le choix, je dois faire que honorer mon alias. Bon, c'était super, je ne m'attendais pas à ça, mais du courage à moi. Franchement, je vais faire l'effort. Au bout de 2 jours de compétition, Joseph Salanon de l'AS Cotonou en coque, Romanus Aya de Dojo Land en mouche, David Agbetome de Dynamique en plume, Eli Dahwe de Joaka en léger, Adonai Glele de Bossing en super léger, Maurice Messan d'Amécycle en Walter, Junior Dalmenda d'Aigle Royal en super Walter et Clovis Barangansi d'Amécycle en moyen vont défendre les couleurs de la Ligue Atlantique Littorale à la phase nationale du championnat amateur. Je remercie aussi tous les membres de la Ligue qui ont fait du bon travail. Grâce à eux, nous avons pu réussir à notre championnat. Et je pense que le meilleur reste à venir. Et on demande tout le soutien de tout le monde. Vive la Ligue de l'Atlantique et du Littoral. Merci, chers tous. Merci à tous les présidents de club, à tous les coachs. Voilà. Faites plus d'efforts et je pense que nous aurons de meilleurs boxeurs. Quelques responsables de la Fédération béninoise de boxe apprécient le spectacle et tirent un satisfait à la Ligue. Nous avons assisté à de beaux combats. J'avoue que tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Mais avec ce qu'on vient de voir, ça promet et vive la boxe au Bénin. Ça a été très bien organisé. Il faut les encourager. Encourager également les athlètes. Sans athlètes, il n'y a pas de compétition. Encourager les coachs, encourager les arbitres et encourager tous ceux qui ont participé pour cette belle organisation. Grenier du noble art béninois, la Ligue Atlantique Littorale donne le tempo de la renaissance de la boxe. Les réformes opérées par le président Léonard Pierre-Envie et son comité exécutif commencent à porter leurs fruits. La commune d'Alada a vibré au rythme de la première édition de la journée footballistique samedi dernier, dénommée One People, One Football. C'est un moment de retrouvailles entre les anciens et jeunes footballeurs autour du Curon. Le reportage avec Seton de la rue Sadiak Benon, Francis Olafami. Se réunir autour d'une passion commune. Se retrouver pour revivre la magie du football. Anciens et jeunes footballeurs de la commune d'Alada ont partagé des moments agréables à l'occasion de la première édition de la journée footballistique dénommée One People, One Football le samedi 9 août 2025. L'objectif de ce tournoi est de regrouper tous les anciens joueurs, mais également les jeunes, autour du cuiron, autour du football, histoire de voir comment faire en sorte que le football puisse vraiment s'enraciner dans notre localité. Dans l'enthousiasme et la convivialité, les participants répartis en 6 équipes
ont disputé un tournoi de football à 5. Au bout des différentes confrontations, Dragon FC a remporté le trophée de cette journée de retrouvailles devant Lyon FC. Je vais d'abord remercier l'initiateur et remercier ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. C'est vraiment plaisant de voir des adultes, de grandes personnes jouer et faire un tournoi cyclique et pouvoir venir à la finale. Je suis particulièrement heureux pour la victoire de mon équipe. Ce n'était pas gagné d'avance. Les gens nous ont sous-estimés, mais progressivement on les a amenés à bout de souffle et on a eu la victoire. Je remercie surtout celui, M. Mevor Jari, qui a eu l'idée de rassembler tous les jeunes que nous sommes et aussi des anciens. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Je souhaite quand même longue vie à cet événement. Les autorités communales ont vécu aux côtés des organisateurs la première édition des journées footballistiques One People, One Football. Elles louent une noble initiative. Des engagements que partagent les promoteurs de l'événement qui expriment leur gratitude aux différents partenaires. Je voudrais remercier tous les partenaires qui ont soutenu l'événement One People, One Football. Notamment, nous avons Esaïe TV qui était là depuis le matin, qui nous a soutenus, la radio Lama et la mairie d'Alada, sans oublier la structure IRA, tous ceux qui nous ont soutenus pour que cet événement soit vraiment une belle réussite. Je pense que les prochaines éditions à venir, on va plus rassembler plus de membres, plus de sponsors pour que la fête soit vraiment belle. Hormis le trophée de champion, les équipes participantes à cette première édition sont reparties avec de nombreux lots, tels que des jeux de maillot. Rendez-vous en 2026 à la journée footballistique One People, One Football. Dernière information pour boucler à Derna en Libye. Le Bénin a vécu sa toute première expérience à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football. Une aventure sportive marquée par l'enthousiasme mais aussi par de précieux enseignements pour l'avenir de la discipline face aux meilleures sélections du continent. Les mini-guépards ont mesuré les cas et identifié les axes de progression. Les grandes leçons retenues de cette édition sont exposées par la fédération de cette discipline. Suivons ensemble le reportage que nous propose Romaric dans ce cadre. Pour la toute première fois de son histoire, le Bénin a participé à la Coupe d'Afrique des Nations de mini-football, tenue à Derna, en Libye. Le Bénin aujourd'hui, à l'instar des autres pays, a pris part à cette grande compétition. Je dis bien grande compétition. Il y a 16 pays qui ont pris part, dont le Bénin. Et nous avons été accueillis, hébergés, dans de bonnes conditions. Et cette condition, c'est la CAF, la Confédération africaine de mini-football, qui a organisé tout avec le gouvernement libyen. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que c'est une grande compétition et nos remerciements vont à l'endroit de la Confédération africaine de mini-football et le gouvernement libyen pour cette organisation. Cette première expédition continentale constitue un tournant important dans le développement de cette discipline sportive encore méconnue du grand public au Bénin. La Libye, le Maroc et le Bénin ont fait leur entrée dans le comité exécutif de la Confédération africaine de mini-football. On était 4 pays, mais 3 s'en ont sortis. Il y avait aussi le Nigeria, mais 3 pays se sont défendus, ont eu le privilège, l'accord des membres pour que ces pays soient aussi parmi les pays membres de la Confédération africaine de mini-football. Aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui, le Bénin fait partie, lors de ces élections, le Bénin fait partie de la Confédération africaine de mini-football. L'équipe béninoise a montré beaucoup d'engagement et d'envie. Si les résultats obtenus restent modestes, ils ne doivent pas occulter l'importance de ce pas en avant pour le mini-football béninois. Globalement, je pense que le bilan, au-delà
de l'objectif des demi-finales qu'on devait atteindre. Pour ce qui me concerne, le bilan est bien positif. Ce n'était pas gagné d'avance. D'abord, la participation du Bénin, il faut le dire, le président s'est bel et bien battu. Le Maroc, après son deuxième match avec le Ghana, après nous avoir rencontrés pour sa première rencontre, le capitaine Selami m'a avoué personnellement que nous avons un très bel effectif et que nous pouvons aller très loin. Nous avons été craints énormément, même avec l'équipe de Libye. Le Bénin, à travers cette participation, affirme son désir de s'inscrire durablement sur la carte africaine du jeu. La fédération, quant à elle, continue d'œuvrer pour dynamiser la discipline et accompagner les talents pour de plus bons résultats. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée à tous.